oui, voilà. Les conséquences politiques de la paix, c'est un livre qui est paru en 1920. Et en fait, en 1919, John Maynard Keynes, donc le fameux économiste, lui a écrit Les conséquences économiques de la paix, qui a été un succès. Enfin, les deux livres ont été des succès. Les conséquences politiques de la paix, c'était un succès en France, les conséquences économiques en Angleterre, aux États-Unis. Alors, bon, pour revenir sur Jacques Bainville, voilà, rapidement, hein, parce qu'on le connaît tous. Il est écrivain, historien, journaliste français. C'est un des fondateurs du journal de l'Action française. Il est né à Paris le 9 février 1879. Il est mort aussi à Paris un 9 février, mais en 1936, d'un cancer de l'œsophage. Il a fait ses études à Henri IV, son droit à la Sorbonne. Alors il connaît bien l'Allemagne, parce qu'il est parti en 1900, pendant un peu plus d'un an, étudier en Allemagne. Et là, en fait, ce fils de républicain se convertit déjà au monarchisme parce qu'il est complètement fasciné par la figure de Louis II de Bavière. En rentrant en France, il rencontre Vaugeois et Barrès, puis Maurras, voilà, avec lequel il fonde la Gazette de France et qui deviendra le quotidien de l'Action française. Alors, sur l'Action française, il tient la rubrique de politique étrangère. Donc qui est toujours en première page avec l'article de Maurras et l'article de Daudet. Trois qu'on retrouve. Et là, c'est intéressant d'aller sur Gallica lire justement ce numéro parce qu'il est très touchant. Enfin, Maurras parle de lui. Bon, Daudet, qui était son meilleur ami, en parle écrit un article dans le journal du lendemain. Mais donc, il y a toute une bio là sur cet article qui est très bien. Il n'écrivait pas qu'à l'Action française, il écrivait aussi dans un journal qui a disparu qui s'appelle La Liberté, dans le Petit Parisien, qui est quand même plus connu, qui était un peu un tabloïd, si on veut, de l'époque, mais qui est un très fort tirage, dans La Nation belge, et il dirigeait le journal La Revue Universelle, qui était un journal orienté, on va dire aujourd'hui, en géopolitique, quoi. Ces deux ouvrages les plus connus, c'est Les conséquences politiques de la paix et Son histoire de France. Voilà. Alors, Les conséquences politiques de la paix, c'est un livre qui est vraiment reconnu dans le domaine de la géopolitique, parce qu'en fait, il annonce avec 20 ans d'avance tout ce qui va découler du traité de Versailles. Alors, il s'en défend, mais c'est quand même une réponse au livre de Keynes. Enfin, il s'en défend parce que c'est pas sur le même plan. Keynes, lui, il a une réponse que économique. Bainville, lui, il voit qu'en fait, il y a plus de problèmes politiques. Mais bon, ça, on développera un peu plus tard. Alors, avant de vous parler donc, du livre de Bainville en lui-même, je vais juste rapidement nous remettre un peu en tête ce qu'était le traité de Versailles. Et Keynes, rapidement aussi, et la thèse de son ouvrage. Donc, le traité de Versailles, c'est le traité de paix qui met fin à la Première Guerre mondiale. Il est signé le 28 juin 1919 dans la Galerie des Glaces, là où Bismarck avait signé l'armistice, enfin le traité de paix de la guerre de 70, 48 ans plus tôt. Il y a eu un petit délai dans la signature, quand même à cause des événements de Fiume et Gabriele D'Annunzio, mais ça aussi j'en reparlerai un peu plus tard. Alors, les 7 points principaux du traité, c'est... Là, on va juste changer... Voilà. Alors, les 7 points principaux du traité, c'est principalement des remaniements territoriaux. L'Allemagne perd 15% de sa superficie environ. Bon, il y a la rétrocession de l'Alsace-Lorraine. Évidemment, au profit de la France. Il y a un petit bout du Schleswig-Holstein qui est à côté du Danemark. Là, c'est le début de la péninsule danoise. Danemark était resté neutre pendant la guerre, mais bon. La Tchécoslovaquie, alors la Roumanie, l'Italie, la Serbie aussi, mais c'est surtout la Pologne qui est créée, qui est un pays qui est créé juste au traité de Versailles, et c'est là où vraiment l'Allemagne perd la plus grande partie de son territoire. Donc ça, c'est le premier point. Il y a une démilitarisation partielle de l'Allemagne. Son armée est réduite à 100 000 hommes. La rive gauche du Rhin est démilitarisée sur 50 km. A plus droit aux chars ni à l'aviation militaire. Mais bon, ça, on verra que ça va pas durer très longtemps. Ça existera jamais, en fait.
Il y a eu une occupation de la Sarre jusqu'en 1935, surtout par les Français, au vu des dédommagements. Ça semble anecdotique, mais c'est intéressant. Ils perdent tous leurs brevets. Donc c'est comme ça que l'aspirine, qui appartenait au groupe Bayer, devient dans le domaine public. Ils perdent tout leur empire colonial. L'empire colonial allemand, c'était quand même très grand. C'était le Cameroun, le Togo, la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi, la Namibie. Il y a une compensation qui est décidée, qui est de 132 milliards de marques or. Alors, un marque or, c'est 1,25 francs or. J'ai fait le calcul, ça fait 47 685 tonnes d'or. Les réserves mondiales actuelles, c'est 30 000 tonnes environ. Donc c'est une somme pas possible. Si j'ai converti à 40 000 euros le kilo d'or, qui est à peu près le cours moyen des dernières années, ça fait 9 millions de milliards d'euros. Donc c'est pas remboursable. D'ailleurs, ils finiront de rembourser. Mais enfin, ils n'ont pas tout payé, hein, bien sûr, mais ils finiront de rembourser officiellement le 3 octobre 2010. Voilà. Dernier point très important du traité qui lui créera véritablement le ressentiment, c'est-à-dire que l'Allemagne porte seule la responsabilité de la guerre, c'est l'article 231. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que le Sénat américain refusera de ratifier la signature du traité, donc que les Américains ne rentreront pas dans la Société des Nations. Les Anglais ont eu aussi du mal à signer, mais bon, c'était un peu... bon, voilà. Et puis, petite anecdote, c'est la première fois qu'un traité international est rédigé en anglais et pas en français, parce que Clémenceau était anglophone. Donc, voilà. C'est anecdotique, mais bon, un peu symbolique aussi. Alors, pendant la conférence de Paris, donc, qui préparait le traité, il y a quelqu'un qui a démissionné en plein milieu de la conférence, parce qu'il était quand même pas d'accord avec, notamment, le poids des dédommagements. Cette personne, c'est Keynes, John Maynard Keynes, qui était, le conseiller du secrétaire au Trésor britannique, qui deviendra le Premier ministre, Lloyd George. Alors Keynes, voilà, c'est quand même un des théoriciens de l'économie les plus connus du XXe siècle. Son livre principal, c'est la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, qui est paru en 1936. Et ça influencera surtout à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est un peu le père de l'État-providence. Ça a permis au social-libéralisme d'avoir une base théorique qui a quand même existé, quoi. Et alors, il est né dans une famille de la bourgeoisie britannique en 1883. Il a 4 ans de moins que Bainville. Il est diplômé de Cambridge en mathématiques. Il était membre du Bloomsbury. Alors bon, ça c'est une société un peu informelle, de la haute bourgeoisie britannique, où il y a des gens comme Virginia Woolf. Bon, enfin voilà, c'est pas du tout le même monde que Jacques Bainville, par exemple. Voilà. Alors. En fait, bon, à l'époque, c'est l'amant de Daniel Macmillan, Keynes. Macmillan, c'est un peu le Flammarion anglais. Son frère sera, Daniel Macmillan, son frère David sera Premier ministre juste avant Churchill. Donc voilà, c'est quand même ce milieu-là. Et il refuse de publier son livre, donc il le publie à compte d'auteur, c'est un succès. Il peut continuer à maintenir son rang dans cette société. Alors bon, pour Keynes, le traité de Versailles était trop négligent sur l'aspect économique, mais surtout, les réparations et les dommages estimés par la France étaient trop importants à ses yeux. Il pensait que la France n'avait pas perdu tant que ça, et que ce diktat risquait de paralyser l'économie européenne, donc mondiale, et il tenait vraiment à ce que l'Allemagne reste le moteur de l'économie européenne. Alors c'est un point de vue qui sera quand même plus ou moins entendu par les Alliés après la Seconde Guerre mondiale, parce que là, par exemple, il n'y aura pas de traité de paix entre la France et l'Allemagne en 1945. Il y a eu un traité de paix, le traité de Paris, en 1947, où il y avait l'Italie, la Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie, la Finlande. Mais bon, on reprenait 3 villages par là, un col de montagne par là, enfin... Bon, mais l'Allemagne, non. On est toujours en guerre avec eux, c'est amusant.
Donc le traité de Versailles, lui, pour le coup, ça a vraiment eu des conséquences territoriales importantes. On voit la carte, bon, on a tous appris à l'école, mais voilà. Et en fait, on voit surtout que l'Autriche-Hongrie, elle, a complètement disparu. Ce qui fait qu'il y a vraiment un déséquilibre entre une Allemagne qui, elle, reste un seul grand bloc au centre de l'Europe. Parce que la Pologne, ça on s'aperçoit très vite, c'est un pays qui est trop faible pour faire contrepoids à l'Allemagne. C'était censé être un État tampon, mais en fait il y a eu une guerre dès 1920 entre la Pologne et la Russie, donc bon, et la Pologne toute seule n'a pas pu combattre. Et donc pour Bainville, l'Empire allemand méritait vraiment d'être contenu. Et en plus, c'est un pays qui est quand même extrêmement peuplé. Il y a 60 millions d'habitants en Allemagne. Donc le livre de Bainville, lui, c'est un livre qui est réparti en 10 chapitres. Donc on va commencer. Dans le premier chapitre, qui s'appelle La faute des choses, la faute des hommes, il repousse directement la thèse de Keynes, en notant que le traité de Versailles tienne plus de la politique que de l'économie. L'économie est atteinte, mais la carte politique, elle, présente des dangers encore plus grands. La multiplication des États en Europe centrale, due au démembrement de l'Empire austro-hongrois. Il y a l'apparition de l'URSS. Mais surtout, pour Bainville, la grosse erreur, c'est de ne pas avoir démembré l'Allemagne. Donc, il démonte la thèse de Keynes en disant ça. Le jeu des nécessités économiques n'est pas niable. Il s'est réduit en dernière analyse à la conquête du manger. Ce qui somme toute finit par se régler. Le chaos économique est profond, mais le chaos politique l'est plus encore. L'indicible misère de la Russie bolchéviste a-t-elle empêché l'armée rouge de se battre? Le déficit, le discrédit du papier-monnaie ont-ils empêché la Pologne de chercher à dessiner ses frontières? Sur une vaste surface de l'Europe, 10 nations se font la guerre, malgré la pénurie, le typhus. Or, dans ces conditions d'existence épouvantables qui ne devraient laisser aux hommes que le souci du pain quotidien, auprès de cette mêlée des nationalités, des religions et des races, il reste l'Allemagne, seule, concentrée, seule, homogène, suffisamment organisée encore, et dont le poids suspendu sur le vide de l'Europe orientale risque de faire basculer un jour le continent tout entier. Continue. La thèse de Keynes est bien connue. Son évaluation des dommages que la France a subis est très basse. Il estime que nous relèverons de nos ruines à beaucoup moins de frais qu'on ne calcule en général. C'est le sort de l'Allemagne qui lui donne du souci. Et il répète comme un lugubre refrain que si l'Allemagne n'est pas ménagée, si elle ne se relève pas avec la complaisance et l'appui des nations victorieuses, l'Europe tout entière tombera dans la détresse et dans le chaos. Alors, à qui la faute? À qui la faute de ce mauvais traité? Parce que bon, Bainville est d'accord aussi que les réparations demandées sont trop importantes. Mais pour lui, c'est surtout le modèle politique choisi qui est douteux. Rendre l'Allemagne seule responsable de la guerre est en fait une grande faute politique. Parce que ça va unifier moralement l'Allemagne, qui jusqu'en novembre 1918, l'Allemagne c'est un Reich, donc c'est un empire avec différentes provinces qui sont des petites monarchies, mais c'est pas véritablement un pays, pas véritablement une nation. Mais ça, Bainville l'explique un peu plus tard. Alors, Bainville dit: il eût été possible de concevoir une sorte de paix qui ne nous eût pas donné ce que nous désirions, mais qui nous eût payé d'une autre manière. Une paix, par exemple, qui, en nous attribuant sur le papier moins de milliards, nous en eût laissé de réels, en diminuant nos charges militaires dans une mesure considérable et en libérant notre jeunesse de la conscription. Le bénéfice en eût été indirect, mais il eût été immense. Des conditions propres à en finir avec le régime barbare de la paix armée étaient le premier résultat vers lequel il fallait tendre. Et bon, c'est vrai que surtout Clémenceau, pour Bainville, il a véritablement péché par zèle et par inconséquence. C'est-à-dire qu'ils ont dessiné cette carte en se disant, bon, bah, ça tiendra. Ça n'a pas tenu. Les chapitres 2, 3 et 4, c'est vraiment Bainville exprime sa thèse. À savoir que la carte de l'Europe dessinée par le traité de Versailles présente vraiment des dangers pour 3 raisons.
l'Allemagne est renforcée dans son unité. Il y a un ressentiment qui est dû à l'injustice du traité. Et il y a l'idéologie républicaine libérale qui a mené à créer des États qui sont pas viables ou qui sont faibles, qui sont artificiels. La Tchécoslovaquie, par exemple. En fait, déjà, il y a les Tchèques et les Slovaques, et même quand on prend le territoire de la Tchéquie, il est à moitié peuplé d'Allemands. Donc, ça peut pas tenir. Alors, donc le chapitre 2, c'est caractère de la paix. Alors, il explique que la France se retrouve seule, parce que les alliés, comme les Américains sont partis, ça on a vu, mais enfin sont retranchés dans leur isolationnisme habituel. Mais l'Angleterre aussi, elle s'est retirée parce qu'en fait l'Angleterre a reçu toute la marine de guerre et une très grosse part de la marine marchande allemande tout de suite. Dès fin 18, ils avaient tous les bateaux, donc ils avaient déjà leur compensation. Ils pouvaient régner sur toutes les mers. Et eux, pour les Anglais, c'était plus simple que de laisser la France toute seule. Ça aussi, 20 ans après, on a vu le résultat. Donc c'est sur le plan géographique que le danger est vraiment plus à craindre. La Tchécoslovaquie, mais surtout la Pologne, comprennent des territoires où une large part de la population est d'origine allemande et germanophone. En Tchéquie, ce sont les Sudètes, donc l'ouest de la Tchéquie. Et en Pologne, c'est toute la région de Danzig jusqu'à Königsberg, qui aujourd'hui est Kaliningrad, qui représente ce visage. Alors j'ai une carte, voilà, ça c'est une carte de la fin du 19e. En rouge, ce sont tous les germanophones. Et en fait, ça va quasiment jusqu'à la Russie, enfin jusqu'à la Lituanie, au nord. Et au sud, il y en a même jusqu'en Russie, enfin au fond de la Russie, là-bas. On voit mal là en couleur, mais bon. Regardez donc toujours cette carte étrange, celle-là. Mettez-vous un instant à la place et dans la tête des hommes qui habitent ces États nouveaux. Pour eux, l'Allemagne ne peut être que menace ou attraction. Entre la soumission et la lutte, il n'y a pas de milieu. Pour la Pologne, aucun choix, c'est la lutte à mort. Mais l'État tchécoslovaque, loin d'entourer le germanisme, c'est le germanisme qui l'entoure, qui l'empêche, s'il veut, de respirer, qui tient à sa discrétion son commerce et ses industries. Il y a 3 millions d'Allemands en Bohême. Une guerre avec l'Allemagne serait le suicide de la Tchécoslovaquie. Une extrême prudence est ordonnée au gouvernement de Prague, et la prudence s'appelle neutralité, et la neutralité inconditionnelle absolue s'appelle bientôt l'assujettissement. On peut dire que le traité de Versailles organise la guerre éternelle. Alors, Bainville évoque aussi le fait que la démilitarisation de l'Allemagne, c'est un échec, parce qu'en fait, l'armée allemande elle est limitée à 100 000 hommes, mais chaque land peut lever des milices. Donc en réalité, ils sont 5 fois plus nombreux. Mais bon, ça pas sur le papier. Donc pour Bainville, ça c'est la grande formule du livre qui est connue, c'est une paix qui est trop douce pour ce qu'elle a de dur. Le traité enlève tout à l'Allemagne, sauf le principal, sauf la puissance politique, génératrice de toutes les autres. Il croit supprimer les moyens de nuire que l'Allemagne possédait en 1914. Il lui accorde le premier de ces moyens, celui qui doit lui permettre de reconstituer les autres, l'État, un État central qui dispose des ressources et des forces de 60 millions d'êtres humains et qui sera au service de leur passion. Je poursuis la citation parce que ça c'est quand même juste génial. Pendant plus d'une génération, les Allemands devront payer tribut aux Alliés. Ils devront payer le tribut principal aux Français qui sont un tiers de moins qu'eux. 40 millions de Français ont pour débiteurs 60 millions d'Allemands, dont la dette ne peut être éteinte avant 30 années, un demi-siècle peut-être. Des enfants qui ne sont pas encore nés, qui n'auront connu la guerre que par ouï-dire, par une légende dont le caractère se laisse déjà deviner. Nous n'avons pas été vaincus. Ces enfants seront arrivés à l'âge d'homme et sur le produit de leur travail, il leur faudra encore prélever la part des réparations. Quelle garantie, quelle précaution eût appelé cette formidable créance? Au moins que ces millions de créatures ne fussent pas attachées au même boulet avec un seul gouvernement, peut-être demain un seul chef pour les dresser à briser leurs chaînes. Alors, il y a la Pologne, la Tchécoslovaquie, mais il y a aussi l'Autriche. Plus au sud,
Sépi, voilà l'Autriche, un morceau d'Allemagne authentique, elle seule détachée de l'unité allemande. Si on en détache l'Autriche, il n'y a pas de raison pour que les autres parties soient resserrées autour de la Prusse. Si Vienne reste la capitale de l'Autriche, il n'y a pas de raison pour que la Bavière ou le Wurtemberg gravitent autour de Berlin. Et du moment qu'on voudrait créer une Autriche indépendante, il fallait qu'il y en eût d'autres morceaux d'Allemagne indépendants. L'accessoire est à la portée du principal. Trop grande tentation pour l'Allemagne de réincorporer à la patrie allemande les pays autrichiens. C'est exactement ce qui se passera en 1936, donc 17 ans après la signature du traité. Alors, qu'est-ce qui a sauvé l'unité allemande? Il y a 3 éléments. Bon, il y a le ressentiment, mais ça c'est plutôt après. La révolution allemande et le démembrement du peuple allemand. Alors, donc voilà, comme je vous disais, à la fin, à partir de janvier 1918, il y a des grandes grèves dans toute l'Allemagne. Toute l'économie allemande est vraiment au ralenti. Alors il y a le blocus continental, il y a l'entrée en guerre des États-Unis qui améliore pas la situation. Ça crée un État tellement insurrectionnel que en fait Guillaume II abdique en novembre. Là est proclamée la République de Weimar. Quelques semaines après, les socialistes qui eux ne voulaient pas d'une social-démocratie font une révolution, c'est la révolution spartakiste avec Rosa Luxembourg. Mais bon, ça c'est un feu de paille parce qu'ils se font quand même remettre dans le rang, quoi, assez vite. Hein. Mais bon, ça a été épique. Et en plus, bon, ce modèle de gouvernement a été très encouragé par évidemment les anglo-français, parce que en républicanisant tout, ils unifiaient le pays. Parce que avant chaque État d'Allemagne avait sa petite monarchie, et donc Bainville dit la chute des Hohenzollern, donc les empereurs allemands, les Prussiens. Au moment où elle s'est produite, ait été une bonne chose pour l'avenir de la démocratie en Allemagne. Mais la chute de cette dynastie détestable, et que nous avons vu disparaître avec un profond soulagement et un plaisir ardent de vengeance, s'était accompagnée de tout un écroulement de trône. C'est à cet écroulement-là que nous n'avons rien gagné. Au contraire, les moyennes et petites dynasties allemandes avaient été dans le passé le support du particularisme. Il était universellement admis qu'en cas de désastre, la désagrégation de l'Empire commencerait par les princes allemands. Bismarck le savait bien. La disparition des dynasties secondaires ne rendait pas impossible une politique de dissociation de l'Allemagne, elle la rendait infiniment plus difficile. Mais du côté français, on ne voyait pas l'Allemagne comme étant un ensemble de particularismes. C'était les Boches, c'est tout. Enfin, ça, c'est vraiment la vision républicaine française de voir les pays comme des blocs unitaires, en fait. Donc, pour eux, que ce soit une république ou un empire, c'était pareil. En fait, en promouvant la République, ils unifiaient beaucoup plus le pays, qui n'était pas si unifié que ça, et que c'était un pays qui était unifié depuis une 50aine d'années, hein, c'est assez récent, comme l'Italie d'ailleurs. Et donc Bainville dit, savez-vous ce qui arrivera? C'est que vous n'aurez pas les provinces rhénanes et que l'Allemagne gardera l'Autriche. Elle ne renonce pas à l'espoir de la prendre un jour, c'est à la portée de sa main une tentation permanente. Elle en a d'autres, concentrées à l'intérieur. L'Allemagne a été dissociée à sa périphérie. Des millions d'Allemands vivent au voisinage immédiat de ses frontières. 6 ou 7 en Autriche, 3 en Tchécoslovaquie. La dissociation de l'unité allemande dont les Alliés n'ont pas voulu au-dedans, ils l'ont réalisée au dehors. Ils ont démembré l'Allemagne tout en l'unifiant. Dans le chapitre suivant, le chapitre 4, qui s'appelle 60 millions d'Allemands débiteurs de 40 millions de Français, Bainville exprime surtout l'idée que c'est lorsqu'elle était divisée que l'Allemagne pouvait rester en paix avec la France. Alors là, c'est plus un travail d'historien, parce qu'il dit, voilà, vu d'ensemble et à très large trait, l'histoire des rapports de la nation française et de la nation germanique peut se résumer ainsi. Il y a eu un antagonisme, conflit violent, chaque fois que l'Allemagne a été une grande construction politique. Que ce fût l'Allemagne d'Othon, de Charles Quint ou des Hohenzollern.
Au contraire, chaque fois que l'Allemagne a été formée de plusieurs États indépendants, n'ayant entre eux que des liens peu tendus d'une fédération plus ou moins cohérente, non seulement les guerres ont été rares, localisées et dépourvues de caractère national qui les rend impitoyables, mais encore les divers peuples allemands se sont montrés accessibles à la civilisation française. Barbare. L'expérience a donc prouvé que les deux peuples n'étaient pas impénétrables ni condamnés à une hostilité éternelle. Mais jusqu'ici, cette entente entre Allemands et Français n'a pu être obtenue qu'à une condition, c'est que l'Allemagne fût décomposée de ses éléments naturels, qu'elle ne formât pas un seul État centralisé. Donc voilà, maintenant l'Allemagne est unifiée, elle devient un vrai danger. C'est un pays de 60 millions d'habitants, avec un sentiment d'union nationale, basé quand même sur un sentiment revanchard, donc vis-à-vis de nous, principalement. Peut-il rester patiemment débiteur d'un État qui est moins peuplé et dont les préoccupations sont différentes? Parce que la France est certes une puissance continentale, mais à l'époque il y a encore tout le développement de l'empire colonial qui prend beaucoup d'énergie à la France et qui fait qu'elle regarde pas forcément, enfin elle n'a pas envie de regarder forcément à l'est. Donc le chapitre 5, c'est une pause dans l'ouvrage en fait. C'est un chapitre très court et c'est plus une méditation. Le titre du chapitre s'appelle « Ils ignoreront », c'est-à-dire là il a fini d'exposer sa thèse et après il y a un tour d'horizon des différents problèmes qui vont arriver, et après il va proposer des hypothèses, mais il sait d'avance que ce ne sera pas entendu. Donc c'est un côté mélancolique, mais bon, c'est très bien écrit, hein, comme tout le reste du livre, donc c'est très agréable. Les rôles sont renversés. Le vainqueur est devenu le vaincu. La revanche n'est plus à prendre du même côté. Mais cette fois, le vaincu aura des raisons de la prendre que nous n'avions pas. Il aura des occasions que nous n'avons pas eues. 60 millions d'Allemands sont devenus nos tributaires dans une Europe où depuis 1914, la guerre n'a pas cessé et ne s'éteint sur un point que pour rallumer sur un point différent. La paix est montée comme une mécanique homicide, et la même question obsède l'esprit. Pourquoi ces choses et non d'autres? Pourquoi cette paix et non une autre paix? Les chirurgiens de Versailles ont recousu le ventre de l'Europe sans avoir vidé l'abcès. Alors la France doit regarder en elle et autour d'elle, après cette guerre et après cette paix. Voilà les dangers dont elle reste entourée. Ce qu'elle a encore à faire pour que sa victoire ne s'envole pas et pour qu'elle en garde autre chose que le rayon et le parfum. Dans cette vaste confusion, quelle politique peut-elle suivre? Quelles sont ses ressources et ses chances? La masse allemande jette encore son ombre sur nous. Au-delà, dans la zone d'une confusion barbare ou presque barbare, qu'allons-nous trouver? Donc, les chapitres 6, 7 et 8, ils traitent des enjeux. Chapitre 6, c'est sur toute l'Europe centrale. Chapitre 7, c'est plus sur le monde slave. Chapitre 8, il parle de l'Italie. Donc le chapitre 7 qui s'appelle le jeu de 32 cartes, parce qu'il y a 32 états, comme un jeu de 32 cartes dont les combinaisons sont presque infinies. Il fait le tour. Alors au nord, a priori, du côté de la Scandinavie, il voit pas de problèmes importants qui peuvent apparaître. Il y a un petit morceau d'Allemagne qui revient au Danemark, mais ça, la Norvège, la Suède, c'est pas des pays problématiques. La Pologne, en revanche, ça l'est beaucoup plus. En 1920, est-ce que j'ai une carte un peu plus grosse? Une grosse carte? Non, j'ai pas. On va se remettre sur celle-là. Voilà. En 1920, la Pologne attaque par traîtrise, parce qu'ils étaient censés se retirer, ils n'avaient pas retiré une armée. Ils attaquent la Lituanie centrale, qui est peuplée de polonophones, de gens qui parlent polonais, et qui est une des terres historiques de la Pologne. Donc il y a une guerre polono-lituanienne qui très vite se transforme en guerre russo-polonaise. Alors ça, Bainville écrit son livre en 1920, le conflit se règle en 1922.
Et puis en plus, en 1920, la Russie, on ne sait pas trop ce qu'elle va devenir non plus, parce qu'elle est en guerre donc avec la Pologne, mais au sud, il y a une guerre aussi avec la Roumanie, il y a une guerre avec la Turquie. De l'autre côté de l'Empire russe, il y a aussi les armées blanches qui... Bon, est-ce que l'URSS va tenir ça, en 1920, on ne sait pas. Enfin, Bainville ne le sait pas. Donc, je cite Bainville, on s'en apercevra mieux d'ici peu d'années que l'alliance polonaise, dont la faiblesse a été montrée par l'alerte de 1920, donc c'est cette guerre avec la Lituanie, nul ne sait ce qui sortira de la République des Soviets, ni ce qui lui succédera. Nul ne sait si elle sera renversée violemment, ou si elle se transformera en évoluant. Nul ne sait non plus si la Russie ne passera pas par une anarchie d'une autre sorte, ou par un temps des troubles. Mais en toute hypothèse, il n'est guère concevable que le régime communiste, après avoir obéi dans sa politique extérieure à quelques-unes des lois historiques de la Russie, n'engage pas lui-même la suite de l'avenir. Résumons ce bref exposé. Plus d'Autriche-Hongrie, une Russie pour le moment barbare et hostile, et dont l'avenir est inquiétant. Entre cette Russie et l'Allemagne, et depuis les bords de la Baltique jusqu'à ceux de la mer Noire, un éparpillement de nations dont la plus nombreuse, la nation polonaise, est prise entre deux feux. Il n'existe plus sur le continent européen de grandes puissances pour nous aider à établir un équilibre que la présence de la masse germanique rend nécessaire. Et cette masse est la seule qui soit homogène et organisée, au milieu d'une vaste décomposition. Voilà ce qui est impossible de perdre de vue. Que reste-t-il de l'Europe ? Bainville qui a dit qu'il y a beaucoup de nationalités et peu de nations. Donc là, il dit rapidement, enfin il fait une petite définition rapide de ce qu'est une nation, que j'ai envie de vous lire. Il dit, c'est l'habitude de vivre ensemble. La frontière a un sens précis quand les hommes savent qu'au-delà du poteau cessent des mœurs, des coutumes, des souvenirs auxquels ils sont attachés. Pas juste une construction politique. Comme c'est le cas, parce que voilà, la Tchécoslovaquie, quand on voit toute toutes ces populations allemandes, c'est la région des Sudètes. Il y aura un référendum pour le rattachement des Sudètes à l'Allemagne nazie en 37, je crois, 38. Et puis évidemment la Seconde Guerre mondiale, ça commence par l'invasion de la Pologne. Et on voit quand même qu'il y a énormément de germanophones. Il n'y en a plus du tout. Excusez-moi. Alors, donc à propos des nouveaux États créés, il dit « Enfin, ce n'est pas la moindre des choses à considérer. Quels sont les hommes et les principes qui dirigent les pays neufs? Quelle est la nature de leurs institutions? À quel régime sont-ils soumis? Quelles garanties offrent-ils à l'intérieur dont les tares diverses dont ils ont été affligés à leur naissance ?» Le nouveau roi se nationalisait rapidement. Il apportait des relations avec l'étranger, de l'expérience politique, des méthodes de gouvernement, quelquefois même le noyau d'un personnel administratif. Sa présence atténuait les luttes de parti. En 1919, la mode avait changé. Les Alliés ont affranchi les nationalités en masse et ont instauré la démocratie universelle. Tous les nouveaux États, sans exception, sont au régime de la République parlementaire. Leur constitution est calquée sur les modèles les plus hardis. C'est une dangereuse expérience. D'ailleurs, par un curieux renversement des choses, la France de la Révolution est devenue le pays le plus réactionnaire du monde, aux yeux des masses prolétariennes et paysannes d'Europe orientale, qui tendent vers des formes barbares de dictature beaucoup plus que vers la démocratie parlementaire. Nous sommes un peuple de bourgeois. Rien n'est plus vrai. Compter que les sympathies de gauche nous sont acquises au dehors, ce serait nous exposer à des déceptions. Donc le chapitre 7, c'est sur l'avenir des Slaves. Donc là, il développe un peu plus ce qui s'est passé avec la Pologne. En fait, la guerre russo-polonaise, pour Bainville, détruit le mythe de l'alliance franco-russe. Il dit « La France se trompait quand elle se croyait l'allié d'un peuple, et même d'une race. Elle n'était que l'allié d'un gouvernement. On s'en est aperçu seulement quand Nicolas II a été renversé. » Avec la création de l'URSS, la Russie passait du stade d'allié à celui d'ennemi. Ça, c'est véritablement un problème parce qu'en fait,
Pour l'Allemagne, c'est très bien. Donc en fait, les milices allemandes dont je parlais plus tôt, elles sont intervenues pendant la guerre russo-polonaise. Et l'Allemagne finançait aussi les Russes. Donc en fait, l'alliance qu'il y a eu entre entre Hitler et Staline, pour faire court, elle commence déjà là. Elle commence dès 1920 en fait. Parce que bon, le seul but de l'Allemagne, c'était vraiment d'empêcher la Pologne de s'étendre. Et en plus, ça permettait d'affaiblir la France, parce que la Société des Nations, pour faire cesser la guerre polono-lituanienne, avant qu'elle dégénère en guerre polono-russe, a voté une résolution, a envoyé des soldats. Il y a 2 seuls pays qui y sont allés, c'est la France et la Belgique. Donc ça a dû nous coûter aussi quelques millions, quelques personnes aussi. Donc voilà, il dit la Russie rouge nous était devenue hostile. L'alerte de 1920 comporte en effet plusieurs leçons. Elle est le premier effet sensible du mauvais agencement de la paix. Les critiques théoriques et raisonnées qui dès l'origine ont été adressées au traité de Versailles se trouvent vérifiées par l'expérience. Cette paix ne se soutient pas par elle-même. Elle ne peut être défendue qu'au prix d'efforts militaires sans cesse renouvelés. Et d'abord ce qui devrait être. Le traité de Versailles a noué l'alliance de l'Allemagne et de la Russie. L'alliance de l'Allemagne et de la Russie par la Pologne, c'était encore un lieu commun de notre ancienne politique, un principe qui n'avait plus besoin d'être démontré. La Pologne conçue comme une protection contre l'Allemagne, comme un État tampon entre la Russie et l'Allemagne, n'a pas les moyens qu'il lui aurait fallu pour tenir ce rôle. Au lieu de nous servir de point d'appui, il faudra l'aider à se défendre. Elle sera pour nous une charge. C'est un grave sujet de préoccupation pour l'avenir. Alors le chapitre 8, Bainville la parle de l'imbroglio adriatique. Alors en fait, au début de la guerre, l'Italie est alliée à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie. Elle rejoint l'alliance franco-britannique parce que les franco-britanniques leur promettent ce qu'on appelle les terres irrédentes. Donc en fait, c'est toute la côte yougoslave qui était italienne, où il y avait beaucoup d'Italiens, il y en a encore un petit peu, enfin surtout en Croatie. Et donc voilà, il y a et en fait, au traité de Versailles, ils auront rien. Et c'est là qu'intervient l'aventure de Gabriele D'Annunzio et de la régence du Carnaro. Alors en fait, on ne voit pas très bien sur cette carte, mais là où il y a écrit Fiume, là, le petit point jaune en bas, c'est une péninsule. Cette péninsule, c'est l'Istrie, enfin la région historique de l'Istrie. Pour les Italiens, c'est l'Italie. Bon, en fait, c'est en Croatie, mais aujourd'hui, c'est en Croatie. Mais il y a la population de Fiume est majoritairement italienne. Donc Gabriele D'Annunzio, qui est un écrivain et un poète, part avec d'anciens soldats. Il crée un État. Alors c'est comme c'était un poète, le principe de la Constitution, c'est la musique. Mais ça aura une véritable influence sur la politique italienne parce qu'il y a, enfin surtout dans le décorum, on va dire, parce que la chemise noire des fascistes, ça vient de là, leur cri de ralliement aussi. Et D'Annunzio sera vite déçu par Mussolini et Mussolini aussi sera déçu par D'Annunzio souvent parce qu'il l'envoie pendant 20 ans dans sa villa magnifique au bord de l'Adriatique où il pouvait voir Fiume en face. Enfin, voilà. Mais bon, ça a quand même ça a été un véritable événement. Et en plus, c'est l'Italie qui a dû payer ces dommages-là, c'est elle qui a envoyé sa marine pour bombarder Fiume, bombarder d'autres Italiens. Donc l'Italie, Bainville le dit, l'Italie a enfermé, c'est-à-dire que il s'attendait à avoir beaucoup plus, et il dit l'Italie est enfermée. L'Autriche, qui n'était pas une nation unie, mais un État qu'on pouvait renier, modeler, déplacer selon les besoins de l'heure, cette commode Autriche n'est plus. À sa place, des nations ont surgi, et quand on taille dans la chair d'une nation, elle crie et résiste. Est-ce tout ? Ce serait trop simple, ce serait trop beau. Qu'est-ce que nationalité yougoslave ? Pour les Italiens, c'est l'héritière de l'Autriche abhorrée. Pour les autres alliés, c'est l'héritière de l'héroïque Serbie.
l'ami de la première heure, d'autant plus cher qu'elle a coûté plus de sacrifices. Aujourd'hui, les nerfs du peuple italien sont malades. Ils n'ont pas résisté aux efforts de la guerre, suivis des désillusions de la paix. Ce serait une erreur de croire qu'ils sont brisés pour toujours. L'Italie se remettra sans doute du grand trouble moral, social et politique dont elle souffre en ce moment-ci. Aujourd'hui, l'Italie nous échappe. Elle cherche sa voie avec indifférence. Elle revient à la politique de vassalité réfléchie qui, depuis ses ducs de Savoie, incline tour à tour vers l'Europe centrale et vers l'Europe orientale. Donc voilà, alors là, il y a un chapitre 9 qui s'appelle « Hypothèses et probabilités ». C'est une première conclusion à son ouvrage, en rappelant qu'en renversant les régimes monarchistes, les Alliés avaient laissé la place à un système plus incertain, un chapelet de républiques artificielles, une Europe morcelée à l'ouest, mais aussi à l'est, et ça jusqu'aux limites du continent. La Turquie étant la clé permettant de protéger l'Europe de l'islam. Donc je recite Bainville. La monarchie des Hohenzollern a laissé l'Allemagne vaincue, mais elle a laissé aussi un État, une administration, des cadres civils et militaires, des élites intellectuelles et industrielles, des nations politiques, tout un capital grâce auquel l'Allemagne, pour recommencer, est venue à bout de son anarchie intérieure. Donc ça, cette partie du continent est trop pulvérisée, donc le centre, trop mal agencée pour qu'elle ne se concentre pas un jour. Raison de plus pour la France de surveiller de près les points où pourront commencer les concentrations futures. Dit le système européen, qui a duré tant bien que mal depuis 1871 jusqu'à la guerre, reposait sur l'exarchie, le directoire des 6 grandes puissances d'Europe, la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, la Russie. C'était en même temps une vague survivance de l'ancienne chrétienté, une sorte de syndicat de la civilisation européenne en face de l'islam. À quoi s'ajoutait un principe qui avait été autrefois un dogme, celui de l'intégrité de l'Empire ottoman. Quelle que fût la décrépitude de cet empire, on en revenait toujours à la nécessité d'y toucher le moins possible. D'abord pour éviter d'entrer dans l'ère tumultueuse des partages, c'est-à-dire des compétitions, et ensuite par le sentiment que l'ancienne Turquie représentait la forme la plus modérée et la plus européenne de l'islam. On n'aurait rien gagné quand les vieux diplomates turcs, les vizirs prudents et subtils avec lesquels on avait l'habitude de causer, seraient remplacés par des fanatiques. La révolution jeune turque avait donné l'avant-goût de ce que produirait en Orient le réveil du nationalisme par le libéralisme. Bien, c'est écrit à un siècle. En somme, l'Asie mineure a été cassée et morcelée, comme l'Europe centrale et orientale. Alors ça, voilà, il dit qu'il s'excuse qu'il n'a pas parlé du Caucase, parce que parce que c'est plus loin. Puis bon, c'est tout aussi compliqué en fait. Donc il dit, en somme, l'Asie mineure a été cassée et morcelée comme l'Europe centrale et orientale. La ressemblance est si curieuse que l'Arménie y tient la même place que la Pologne, serrée comme elle entre deux ennemis, donc la Turquie et la Russie, qui n'ont qu'à se rejoindre pour l'écraser. Mais si l'avenir est déjà obscur dans l'Europe du centre et de l'Est, pour l'Asie mineure, on cherche en vain des points de repère. Le chaos en est pire puisque les nationalités s'y trouvent mêlées au mandat des puissances européennes. Les croisades à la Société des Nations, les restes du protectorat chrétien de la France, au trafic du pétrole et à la protection des routes de l'Inde, tout cela au contact d'une force, celle de l'islam, dont la direction et le développement échappent à tout calcul, et avec la menace que représente toujours la Russie survenant pour réclamer sa part. On est encore là-dedans. Donc, son 10e et dernier chapitre, qu'il intitule « Position de la France », c'est plus des vœux, parce que évidemment ce qu'il propose, c'est pas du tout ce que fera la Troisième République. Donc il dit que l'Europe est morcelée, l'Allemagne renforcée, les Anglais et les Américains sont retirés du jeu, et la France est seule face au danger du danger du bolchevisme et d'une Allemagne revancharde. La solution que propose Bainville pour sortir de cette crise n'est malheureusement pas celle qu'a choisie la Troisième République, alors que Bainville note que la France a tous les atouts en main pour imposer ses vues. Elle possède un empire colonial immense, qui, allié correctement aux Anglais, permettrait d'assurer une domination sur la totalité du monde, mais c'est surtout au niveau européen que la France peut jouer un rôle contre-révolutionnaire face au péril communiste. La France peut devenir le pays qui porte les forces de la réaction face au socialisme. Je vous l'ai fait très court parce que moi j'avais coupé. Donc voilà, quand il parle de l'Angleterre, ça c'est assez lucide parce que c'est ce qui s'est passé. Et c'est aussi par les intérêts coloniaux et maritimes que nous aurons plus de chances de nous entendre avec les Anglais. À une condition toutefois, c'est que nous tenions notre place et notre part en Orient, que nous y soyons forts et que nous n'y paraissions pas en parents pauvres.
parce que justement, enfin, au lendemain de la guerre, la, les Anglais se retrouvent avec quand même tout l'Irak, et la France se retrouve avec la Syrie et le Liban, mais il n'y a pas de pétrole. Bon, moralement c'est important, mais il n'y a pas de pétrole. Enfin, maintenant on a trouvé. Alors pour Bainville, les conséquences à tirer de tout ça sont évidentes. La France s'est mise en Europe à la tête de la résistance. Elle est devenue le pays de l'ordre par excellence, l'antithèse du bolchevisme et de l'anarchie. Depuis longtemps, mais depuis Varsovie surtout, la bataille de Varsovie en 1920. Nous avons cessé de tenir boutique de révolution. Nous ne séduisons plus les hommes de gauche et les conservateurs du monde entier tournent les yeux vers nous. Qu'est-ce que la révolution de 1789 auprès de celle de Moscou? Aujourd'hui, les idées avancées, ce sont les idées socialistes dont la France ne veut à aucun prix, dont elle ne veut même pas vouloir. Tout le lui interdit, son caractère, son histoire, ses mœurs, sa formation sociale. Quant à la révolution, ce n'est plus sur la France désormais que les amateurs seront tentés de prendre modèle, c'est à l'école de Moscou. Donc je vais vous lire le dernier paragraphe de son livre. Les circonstances sont plus propices qu'alors à une politique de grande envergure, politique nationale et contre-révolutionnaire à la fois, au service de laquelle la France mettra sa force retrouvée et son prestige accru. Il n'y a pas d'autre issue aux difficultés innombrables que nous a légué la paix. Nous souhaitons seulement à la Troisième République, dans la voie nouvelle où nous ont introduite les événements, de ne pas finir par un contresens comme la Seconde avait fini. Alors bon, en conclusion... déjà c'est un livre qui est très bien écrit, qui se lit facilement, il y a 100-150 pages. Je l'ai pas acheté parce que je sais pas s'il se trouve, on le trouve facilement sur internet, hein. C'est en PDF gratuit, même en... Voilà, c'est très bien. Et en fait, vraiment Bainville sait se servir de ses connaissances historiques pour éclairer le présent. Alors il y a des choses, voilà, quand il dit les militaristes allemands mettront à la tête un seul chef, en 1920, 16 ans avant que Hitler arrive au pouvoir, c'est quand même brillant. Pareillement pour quand il voit la crise des Sudètes, la Pologne qui va, voilà, enfin, ce que ça va nous coûter. Bon, enfin, c'est en lisant il y a certaines choses avec le recul historique. Déjà, est-ce qu'on aurait pu, après la révolution allemande, refaire différents États? C'est-à-dire que certains États en Allemagne ont une identité très forte, hein, comme la Bavière, la Prusse, enfin la Rhénanie ou le Bade-Wurtemberg. Une fois que c'était devenu des landes de république, les refaire en petite monarchie locale, même si c'est ce que Bainville préconise, est-ce que ça aurait été vraiment possible? Ça, c'est pas sûr. Est-ce que la République de Weimar aussi allait être, même si elle a écrasé la révolution spartakiste, est-ce qu'elle allait être aussi militariste que le Reich prussien? Parce que ça, c'était pas dit non plus. C'est quand même pas du tout le même personnel. Enfin, c'était pas du tout la même mentalité non plus. Et en fait, surtout, si on démantelait l'Allemagne, on aurait dû, et ça pour Bainville c'était hors de question, et pour Clémenceau aussi d'ailleurs, on aurait dû négocier avec l'URSS. Et à l'époque, l'URSS c'est pas stable, et puis ce sont des bolchevistes. Donc donc il y a enfin, il a eu raison sur beaucoup de choses, mais il y a certains postulats qui sont peut-être un peu à revoir. Bon, évidemment, il n'avait pas prévu que la crise de 29 allait accélérer ces événements, mais enfin, il avait dit que ça allait durer 20 ans, ça a duré 20 ans. Et c'est vrai que si on exclut une union, enfin un accord avec l'Allemagne et avec l'URSS, ou une dislocation même de l'Allemagne, on pouvait imaginer, en effet, Bainville a raison, qu'une France qui soit forte et réactionnaire. Mais la Troisième République, c'était pas ça. Enfin, la bonne preuve sont quand même les accords de Munich. Ça a quand même été un échec total. Alors,
bon, ces recommandations n'ont pas été suivies après. Enfin, ça n'a pas fait école tellement, si ce n'est auprès de pas mal de géopoliticiens, mais au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, après ce cataclysme, c'est plus le point de vue de Keynes où il fallait tout recentrer sur l'économie et aider à reconstruire l'Allemagne. C'est ce point de vue-là qui a remporté, mais il y a quand même quelque chose à noter, c'est que Bainville avait vu justement qu'il fallait une Allemagne affaiblie, morcelée, afin qu'un équilibre européen soit trouvé. Et c'est ce qui s'est passé en fait quand l'Allemagne a été coupée en deux entre 45 et 90. Ça a permis, si l'Allemagne était un grand pays unifié, on n'aurait probablement pas pu faire le marché commun, ni l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, où la France a quand même un poids équivalent à celui de l'Allemagne. De moins en moins, mais équivalent. Et justement, voilà, depuis la réunification allemande, on a à nouveau un problème européen avec l'Allemagne, que ce soit au niveau économique, financier, ou même de ce qu'on voit avec ce qu'on appelle si gentiment la crise des migrants. Donc voilà, donc tout va bien, sauf quand l'Allemagne est unifiée, quoi. Voilà. C'est tout.